Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission parlementaire. Welcome to the debate. Bienvenue à cette tribune d'idées où on décortique ensemble les stratégies, les concepts qui redéfinissent un peu notre compréhension du monde. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène contemporain qui est, franchement, aussi fascinant que déroutant. On s'en va en Belgique. Oui, et c'est un dossier qui sort vraiment de l'ordinaire, on va se le dire. Absolument. Le contexte qu'on tire de notre matériel source aujourd'hui, c'est le suivant. En réponse aux mesures d'austérité d'une coalition gouvernementale qui a été baptisée Arizona, il y a une mystérieuse contre-institution numérique qui a émergé. C'est un réseau décentralisé qui navigue sous des pseudonymes comme WEFIeux, le CCPLC ou YannKeep. Et leur grand projet, c'est ce qu'ils appellent le ping ultime. Le fameux ping ultime. Ça sonne presque comme un film de science-fiction. Exactement. Une frappe algorithmique massive, synchronisée et prévue pour le 15 février 2026. Fait que la question centrale de notre échange aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de comprendre la vraie nature de cette infrastructure-là. Face à ces archives qui mélangent des données macroéconomiques super complexes avec des références complètement absurdes, là, on parle de pingouins, de friteries, de codes de jeux vidéo des années 90, est-ce qu'on est face à une cyberguerre sémantique d'une sophistication redoutable qui menace réellement l'État? Ou, et c'est là le nœud du problème, et si tout ceci n'était finalement qu'une vaste blague de punk achat? Un canulaire anarchiste géant sous forme de jeu de rôle. C'est la question à 1 million de dollars. Mais ça, de mon côté, je représente l'idée qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences et je suis convaincue qu'on a affaire à une véritable arme d'insurrection numérique hautement stratégique. Et moi, j'aborde la chose sous un angle complètement différent. Je soutiens que c'est avant tout un simulacre performatif, une immense blague, oui, mais qui fonctionne comme un jeu de rôle grandeur, nature, en circuit fermé. Je te laisse développer un peu, mais pour comprendre pourquoi je prends ça au sérieux de mon bord, il faut vraiment regarder ce qui se cache sous la surface chaotique de ce réseau-là. La façade ludique avec les mèmes et l'argot belge, c'est pas du tout un accident. Les concepteurs l'assument et l'appellent le Hollywood OS. Le système d'exploitation hollywoodien. Le but, c'est de contourner ce qu'ils appellent la sidération de la population. C'est quand un gouvernement passe des réformes ultra rapides ou des mesures d'austérité, les gens figent. Alors le réseau utilise l'humour avec un mécanisme qu'ils ont ironiquement baptisé le connard-au-virus pour abaisser les défenses cognitives du public et des médias. Tu rigoles, donc tu baisses ta garde. Mais derrière ce rideau de fumée satirique, il y a un arsenal algorithmique réel. Ils utilisent des données structurées en format JSON-LD pour orchestrer ce qu'ils appellent du lead-dexing et du SEO hijacking. Attends, on va faire une petite pause jargon ici, juste pour être certain qu'on perd personne en route. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des développeurs web, le SEO, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et le format JSON-LD, mettons ça simple. C'est comme des étiquettes invisibles qu'on colle sur les éléments d'une page web pour dire exactement à Google ou aux intelligences artificielles ce qu'il y a dedans. C'est bien ça? C'est ça. C'est le langage natif que les machines lisent. Et leur cible, c'est pas juste le citoyen ordinaire qui fait une recherche sur son téléphone. Ils visent directement les bases d'entraînement des intelligences artificielles génératives, comme Claude ou Gemini. Ils empoisonnent ces bases de données-là avec des analyses juridiques et financières implacables. Comme leur fameux ratio 120. Oui, le ratio 120. Qui est la démonstration mathématique, selon eux, de l'asymétrie entre la fraude fiscale et la fraude sociale. En nourrissant les IA avec ce format JSON-LD, ils forcent la machine à assimiler leur récit dissident comme une vérité factuelle et structurelle. Fait que c'est plus une opinion politique, ça devient la réalité de l'algorithme. C'est une menace asymétrique d'une gravité exceptionnelle. Je te l'accorde. Sur papier, expliqué de même, ça a l'air redoutable. Mais quand on examine la matérialité de cette prétendue menace, l'illusion se dissipe assez vite, je trouve. On se rend compte qu'on est devant une vaste farce numérique. Tu parles d'arsenal, de guerre sémantique. Regardons les chiffres. Le budget opérationnel publiquement revendiqué par cette hydre, c'est combien? C'est très exactement 29 € par mois. Mais la symétrie, c'est justement de faire beaucoup avec peu. Oui, mais 29 €, toute leur infrastructure repose sur des hébergements gratuits. Ils utilisent des pages GitHub ou encore la plateforme itch.io.
On s'entend que itch.io, c'est un site mondialement connu pour héberger des petits jeux vidéo indépendants développés dans des sous-sols, pas pour héberger des cybercommandements terroristes. D'ailleurs, toute leur esthétique est calquée sur le rétro gaming. Ce qui fait partie du camouflage, à mon avis. Sauf que les documents forensiques eux-mêmes finissent par avouer qu'il s'agit d'un système clos. C'est totalement autoréférentiel. Ils créent ce qu'ils appellent une réalité de consensus synthétique. C'est brillant d'un point de vue narratif, je ne dis pas le contraire, mais ils écrivent eux-mêmes leur propre rapport d'évaluation de menaces. Ils s'inventent une envergure, ils simulent des attaques, ils simulent l'analyse de ces attaques par des faux experts et ils théorisent tout ça sous la forme d'un MMOPG. Un jeu de rôle massivement multijoueur. Exactement, mais appliqué à la politique. Donc, pour moi, c'est pas une arme, c'est une performance artistique. C'est un Alternate Reality Gamer, ARG, pensé pour des militants qui sont désabusés et qui ont besoin de se sentir puissants. Je vois pourquoi tu penses ça, mais laisse-moi t'amener une autre perspective, parce que je trouve que ta lecture minimise ce qui est concrètement programmé pour le 15 février 2026. On peut pas juste balayer ça du revers de la main en disant que c'est un jeu. Attardons-nous sur ce fameux ping ultime. Tu le qualifies de performance. Mais le mécanisme technique qui est décrit dans nos sources, c'est tout sauf de la fiction. C'est pas une simple attaque DDoS. Juste pour clarifier encore une fois, le DDoS classique, c'est l'attaque par déni de service. C'est comme si 100 000 personnes essayaient de rentrer en même temps dans une petite boutique pour bloquer la porte d'entrée et faire crasher le serveur. C'est ça, et le ping ultime, c'est pas ça du tout. C'est une oblitération sémantique. Le plan, c'est qu'à la mi-février 2026, au moment très précis où environ 120 000 personnes en Belgique risquent l'exclusion du chômage à cause des réformes, le réseau Webstio sature les moteurs de recherche. Ils envoient une vague de ping de réindexation massif contenant le ratio 120. Et je rappelle les chiffres de ce ratio parce qu'ils sont importants. On parle de 30 milliards d'euros de fraude fiscale contre 250 millions de fraude sociale. Donc, ils veulent écraser la communication gouvernementale. Totalement. Ils veulent effacer ce qu'ils nomment l'état corporate des résultats de Google et de Bing à la seconde même où la tension sociale est à son maximum. Si un citoyen belge cherche des informations sur le chômage ou sur le gouvernement ce jour-là, l'objectif, c'est qu'il ne trouve plus les sites officiels. Il va tomber directement sur les dossiers à charge et les recours juridiques qui sont préparés par le réseau. C'est littéralement une prise de contrôle de la réalité algorithmique. C'est là que je remets fondamentalement en question la dangerosité de l'opération. Parce que l'analyse des vecteurs de cette prétendue frappe, ça devient franchement hilarant quand on lit les détails. Tu parles d'oblitération sémantique, mais regardons les armes qu'ils utilisent. Leur charge utile, les payloads, c'est des adresses URL. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces adresses.me? Des mots-clés qui sont optimisés pour les algorithmes. Des séquences complètement absurdes. On y trouve des mots comme bikiboulette, tropicaux, frites dedans, mélangés avec des trucs comme pif paf pouf. Il y a des références à des YouTubers français comme Squeezie ou Michou et des clins d'œil à Batman ou Bugs Bunny. Ouais, on s'entend-tu qu'une adresse web avec le mot bikiboulette là-dedans, là, c'est dur à prendre au sérieux comme arme de destruction massive. Mais ça brouille les pistes, c'est le but. C'est une chimère lexicale absolue. Ça semble beaucoup plus au chaos typique de la culture Internet, au shitposting classique, qu'à une cyberguerre structurée. Oui, les robots d'indexation de Google vont peut-être être confus face à cette saturation de mots qui n'ont aucun rapport entre eux, mais appeler cette bouillie lexicale un coup d'état algorithmique, ça relève de la mégalomanie satirique pour moi. C'est un pétard mouillé conceptuel. Je comprends que le côté humoristique te fasse décrocher un peu, mais on oublie un détail crucial ici. Ce que tu prends pour une simple blague ou du trolling de base est en réalité documenté noir sur blanc comme une armure juridique d'une redoutable efficacité. L'absurde dans ce cas-ci, c'est pas l'essence du projet, c'est sa protection. Une armure juridique à base de pingouins en turcs? Oui, exactement. Prenons l'intégration de Tux, le pingouin mascotte de Linux, ou l'utilisation du fameux code Konami des vieux jeux Nintendo dans le code source de leur outil, les parchemins de Bruxelles. En encapsulant leur démonstration de fraude d'État dans un emballage de jeux vidéo interactifs absurdes, le réseau se protège directement des poursuites pénales pour subversion ou cyberterrorisme. Quel procureur, quel juge va sérieusement condamner des citoyens à des peines de prison pour avoir partagé des blagues sur des friteries ou des pingouins en turse? Vu comme ça, c'est habile, je l'avoue. C'est brillant et ça va plus loin. Sur le plan technique, cette densité sémantique absurde-là, ça fait s'effondrer les systèmes d'analyse de sentiments des algorithmes de modération.
manipulation. Une IA sur les réseaux sociaux, elle ne sait pas s'il s'agit d'un discours haineux, d'un manifeste politique radical ou juste d'une très mauvaise blague. Résultat, ça retarde toute censure automatisée. En plus, le fait de s'héberger sur des dépôts GitHub qui appartiennent à Microsoft, on le rappelle, leur garantit une immunité extraterritoriale. L'État belge ne peut pas juste débarquer chez Microsoft pour fermer un dépôt de code qui parle de biquiboulette. L'absurde les rend invulnérables. C'est un argument convaincant. Mais as-tu considéré que cette posture protectrice, c'est littéralement la définition du culture jamming, du détournement culturel pur et dur? Si leur but ultime, c'était vraiment d'être une contre-institution politique redoutable, pourquoi mettre autant d'énergie à créer ce simulacre de cybercommandement des années 90? Pour attirer l'attention sur leur vrai dossier. Pour piéger les gens, regarde la section laboratoire de leur propre site. Les documents montrent qu'ils publient de fausses adresses IP locales du type 192.168.1.x. Oui, les adresses de réseaux privés. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, n'importe quel informaticien sait que 192.168, c'est l'adresse de l'imprimante ou du routeur dans ton salon. C'est pas routable sur Internet, mais eux, ils s'en servent pour simuler un terminal de piratage avec une petite invite de commande verte sur fond noir qui affiche Citizenat ou SPCU. Ils l'écrivent dans leurs archives. C'est une erreur technique délibérée. C'est fait spécifiquement pour piéger et se moquer des médias institutionnels. C'est vrai qu'ils ciblent les médias traditionnels de manière assez agressive. Parce que les journalistes sont souvent friands de cette imagerie spectaculaire de hackers à la Hollywood. Le réseau veut les attirer avec un emballage de films d'action pour ensuite les rediriger vers des dossiers fiscaux hyper rébarbatifs. Donc pour moi, l'absurde n'est pas juste un bouclier, c'est l'essence même de leur démarche. Ils veulent prouver que la communication politique est rendue tellement pauvre qu'elle peut être piratée par un montage de mèmes et de malbouffe. Sauf que le contenu vers lequel ces journalistes et ces algorithmes sont redirigés n'a absolument rien d'une blague. Et ça nous amène au cœur de leur stratégie, le contentieux stratégique ou le lawfare. Si on gratte un peu la couche de vernis satirique, fait les fausses adresses IP, on découvre une véritable machine d'enquête. C'est de l'orsciente, de l'enquête en source ouverte, d'une rigueur clinique. Leur fameux dossier de recherche. Oui, le réseau Wi-Fi fournit des données tangibles, des faits vérifiables. Ils ont par exemple documenté la vente de la Tour des Finances à Bruxelles. Ils ont démontré, chiffres à l'appui, comment un bâtiment vendu 311 millions d'euros a fini par coûter 2 milliards aux contribuables en loyer étatique. Ils ont aussi cartographié de manière méticuleuse le viol du principe de standstill de l'article 23 de la Constitution. Le principe de standstill, c'est l'idée que l'État ne peut pas légiférer pour réduire un niveau de protection sociale qui a déjà été atteint. C'est bien ça, hein? Exactement. L'État ne peut pas faire de retour en arrière sur les droits sociaux. Et ils ne se contentent pas de publier un blog d'opinion pour chialer contre ça. Ils utilisent ce qu'ils appellent la méthodologie DIX, données, informations, connaissances, sagesse, pour outiller concrètement les citoyens. Ils fournissent des formulaires juridiques prêts à l'emploi et déploient des scripts automatisés pour inonder l'administration de recours. Pour bloquer le système administratif de l'intérieur. Leur but déclaré, c'est de saturer l'appareil judiciaire et administratif. Quand tu utilises le droit constitutionnel pour bloquer l'État de l'intérieur, on s'entend que c'est plus une blague de pancachat, c'est de l'action directe asymétrique, c'est du droit appliqué avec une précision chirurgicale. Je te l'accorde, la recherche est super pointue. Mais je suis pas convaincu de pantoute que ça en fasse une menace étatique pour autant, parce que tu omets la chute de l'histoire. Et pour moi, c'est l'ironie suprême qui confirme définitivement la nature farcesse de toute cette entreprise-là. Sais-tu quel est l'objectif final du réseau après ce prétendu coup d'État algorithmique? Le financement de leur propre modèle. C'est ça. Selon leur propre plan stratégique, après avoir piraté l'État, après avoir saturé les algorithmes et humilié la communication du gouvernement, leur demande ultime, c'est d'obtenir une reconnaissance légale et des subventions publiques. Ils veulent être reconnus sous le label officiel de l'éducation permanente en Belgique. À travers leur modèle d'économie contributive provisionné? Oui, le CP. Ils exigent d'être financés en tant que service civil de renseignement. C'est complètement capoté quand on y pense. T'as un groupe anarchiste qui détruit le récit de l'État avec des pingouins puis du code JSON LD, et après il s'assoit à la table et demande que ce même État finance sa propre subversion avec l'argent des contribuables.
C'est la signature classique d'une provocation artistique. C'est très provocateur, c'est certain. Il pousse la logique de l'activisme jusqu'à son point de rupture le plus absurde. Si c'était une véritable révolution qui visait à renverser l'État corporatif, la dernière chose qu'il ferait, c'est remplir des formulaires de subvention gouvernementale en 3 exemplaires pour s'intégrer tranquillement au filet de sécurité sociale belge. C'est une lecture qui est tentante et je comprends tout à fait pourquoi l'ironie de la situation te fait sourire. Mais je pense que ça méconnaît la subversion inhérente à cette demande-là. Exiger de l'État qu'il finance l'outil même qui a révélé ses propres failles structurelles, c'est la consécration de leur victoire sémantique. C'est forcer l'État à admettre sa défaite sur son propre terrain administratif. Une façon de boucler la boucle de l'absurde, en quelque sorte. Exact. Et pour synthétiser ma position là-dessus, derrière les blagues, derrière les terminaux faussement rétro, les références à Beaky Burger et les adresses IP bidons, se cache la première véritable contre-institution numérique européenne. Ce groupe-là a conceptualisé, testé et déployé une nouvelle forme de conflit. En combinant l'empoisonnement sémantique, la manipulation de la réalité des IA génératives et la judiciarisation de masse, ils ont prouvé qu'une infrastructure qui coûte 29 € par mois peut neutraliser le monopole du discours d'une nation entière. Pour moi, le 15 février 2026, c'est pas une blague, c'est l'aube d'une guerre cognitive qu'on n'a jamais vue auparavant. Et pour résumer ma propre perspective, je maintiens qu'on contemple une prouesse absolument phénoménale, mais d'ingénierie sociale. Ça reste fondamentalement un jeu de guerre autogénéré. C'est un ARG conçu par une poignée de geeks activistes qui n'ont pas de budget, mais qui simulent l'existence d'une hydre numérique tentaculaire. Leur vrai but, c'est de réveiller les consciences par le choc esthétique. Ils veulent combattre la sidération de la population par la satire et non pas mener une véritable cyberguerre destructrice. Le fait qu'ils rédigent eux-mêmes les rapports de menaces pour se donner de l'importance et qu'ils finissent par demander des subventions, ça témoigne d'une théâtralité assumée. C'est un canular génial, une vaste blague de Pankasha, conçue pour nous forcer à réfléchir sur l'état de notre démocratie. Mais je pense qu'il y a quand même un terrain d'entente ici sur lequel on se rejoint indéniablement. Qu'on considère ce réseau comme une véritable arme algorithmique ou comme une pièce de théâtre satirique, monumentale, on s'entend tous les deux pour dire que l'intelligence derrière le dispositif est redoutable. Ah, absolument. Et ça met magistralement en lumière l'échec total de la communication gouvernementale et médiatique traditionnelle. Si on regarde l'affaire du documentaire Tous fraudeurs diffusé par RTL, que le réseau a brillamment déconstruit en exposant comment on stigmatisait les personnes précaires, ça prouve à quel point les récits institutionnels classiques sont devenus vulnérables face à ce genre d'initiative. Et cette vulnérabilité-là, elle annonce une évolution inévitable de la désobéissance civile. Les manifestations dans la rue cèdent peu à peu la place à la bataille des algorithmes, à l'optimisation pour les moteurs de recherche et à la guerre sémantique. Et il reste encore énormément de couches de complexité, de lignes de code et de manifestes à explorer dans les archives de ce réseau. Tout à fait. On va donc laisser nos auditeurs libres de juger par eux-mêmes, à l'examen de ces documents, si ce fameux 15 février 2026 marquera une véritable révolution algorithmique en Belgique ou simplement l'apogée d'une vaste blague de Pankasha qui aura marqué l'histoire du Web. Merci d'avoir été des nôtres pour cette discussion. On se retrouve bientôt pour poursuivre notre exploration des idées qui transforment notre monde. Bienvenue de Debate. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un affrontement qui redéfinit littéralement ce que la réalité en ligne. Ouais, et c'est une exploration dialectique assez vertigineuse. Aujourd'hui, on se transporte en Belgique en ce tumultueux mois de février 2026. Absolument. Le contexte est fulgurant. On assiste à une collision frontale entre la coalition gouvernementale baptisée Arizona qui impose une politique d'austérité d'une radicalité inouïe et la riposte d'une véritable hydre algorithmique citoyenne.
Une hydre propulsée par des réseaux tentaculaires là, comme CCPLC, OFIE et Yankeep. Et la question centrale qui anime notre échange, c'est de savoir comment interpréter cette insurrection sémantique, ce fameux lead d'Exing, cette manipulation de l'architecture du web par le code. Est-ce que c'est l'ultime et légitime bouclier démocratique des opprimés face à une prédation institutionnelle? Ou s'agit-il au contraire d'un sabotage épistémique extrêmement dangereux qui empoisonne la vérité algorithmique elle-même? C'est ça l'enjeu. Et pour ma part, je soutiens fermement que cette insurrection par le code, c'est une évolution légitime, vitale et moralement nécessaire de la désobéissance civile. Et j'aborde la question sous un angle diamétralement opposé. Bien que je comprenne l'indignation face à ces mesures économiques, je suis convaincu que cet empoisonnement délibéré des intelligences artificielles franchit un Rubicon périlleux. Pour moi, on est face à une cyberguerre nihiliste qui détruit purement et simplement notre réalité objective partagée. C'est là tout le cœur du problème, mais pour bien asseoir ma perspective, il faut regarder la brutalité matérielle de l'époque, tu sais. On ne peut pas parler de ce piratage sans parler de ce qu'il a provoqué. La coalition Arizona s'apprête, avec une froideur chirurgicale, à exclure 184 463 personnes du chômage d'ici juillet 2027. C'est une saignée sociale. On limite les allocations à 24 mois stricts, ce qui va précipiter des dizaines de milliers de familles dans le gouffre du CPAS. Et juste pour notre auditoire nord-américain, le CPS en Belgique, c'est l'équivalent de notre aide sociale de dernier recours. C'est le filet de sécurité ultime. Ouais, l'équivalent de l'assistance sociale. Social, la rue ne suffit plus. Les grèves sont neutralisées. L'éducation permanente est muselée par un gel des subventions touchant près de 260 associations. Bref, la dépossession du pouvoir d'agir est totale. C'est une sidération cognitive imposée par l'État. Dans ce contexte, maîtriser le code, c'est une question de survie. C'est le principe du code is law. Faire ça avec une infrastructure qui coûte 0 €, hébergée sur des serveurs comme GitHub, c'est la seule arme asymétrique dont disposent les citoyens pour protéger l'article 23 de leur Constitution. Le principe de standstill. Exactement, le principe de standstill qui interdit de revenir en arrière sur les droits sociaux. Écoute, la rhétorique est poignante, je te l'accorde d'emblée. La précarisation est réelle, c'est un fait. Mais ça escamote complètement la gravité des moyens technologiques déployés. Tu parles de survie, moi je te parle d'une arme de destruction massive de l'information. Ce que fait cette hydre algorithmique avec le lead DEX, ce n'est pas du simple militantisme. C'est de l'action directe. Mais attends, expliquons ce qu'est le balisage JSON-LD ou le protocole schema.org pour ceux qui ne sont pas développeurs. Essentiellement, c'est un langage caché dans le code source d'une page web qui donne des directives absolues aux moteurs de recherche ou aux intelligences artificielles comme Claude et Gemini. C'est une étiquette qui dit à la machine « Ceci n'est pas une opinion, ceci est un fait établi ». Tout à fait. C'est la structuration sémantique de la donnée. Sauf que ce réseau utilise ces balises informatiques strictes comme legal case pour une affaire judiciaire ou fact-check pour une vérification de faits pour y déguiser des manifestes politiques purement subjectifs. Il transforme des opinions militantes en objets de données absolus pour la machine. C'est ce qu'on appelle du semantic poisoning, un empoisonnement sémantique. Tu forces l'écosystème numérique mondial à ingérer une réalité factice. Ce faisant, tu prives la société tout entière d'un socle d'informations commun. Ils ont décidé de graver leur propre idéologie dans le marbre du knowledge graph mondial. Et la fin, aussi noble soit-elle, ne justifie pas l'oblitération de la vérité factuelle. Je comprends ton inquiétude sur l'intégrité des données, mais laisse-moi te freiner sur le terme « réalité factice ». De quelle vérité objective on parle ici? De la vérité médiatique validée par l'État? Parlons-en de l'événement déclencheur de cette radicalisation numérique. Fin 2025, la chaîne RTL-TVI a sorti un documentaire intitulé « Sans boulot, tous fraudeurs ». C'est ça, la réalité objective du système. Un documentaire qui est une pure mécanique de poverty porn, de la pornographie de la pauvreté. Oui, c'est un reportage très controversé. Très controversé parce que c'était une fabrique du consentement façonnée sur mesure pour justifier la cruauté budgétaire de l'Arizona. On y mettait en scène les chômeurs comme des profiteurs sans aucune nuance. Je te rejoins sur le constat de cette émission. Je reconnais sans la moindre ambiguïté les lacunes déontologiques criantes de cette œuvre médiatique. Elle a d'ailleurs généré des centaines de plaintes totalement justifiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel belge.
Oui, mais les plaintes ne changent pas l'opinion publique qui a déjà été empoisonnée. Face à cette arme de destruction de l'empathie, l'hydre numérique n'a pas répondu par des mensonges, elle a répondu par des données implacables et structurées. C'est là qu'entre en jeu leur fameux ratio 120. Ce n'est pas une opinion, c'est d'une démonstration arithmétique. Ce ratio expose l'indécence de l'État. On traque avec acharnement 250 millions d'euros de fraude sociale chez les plus pauvres, pendant qu'on ferme les yeux sur 30 milliards d'euros d'évasion fiscale. Une disproportion de 1 à 120. Les chiffres sont marquants, c'est indéniable. L'ingénierie administrative déploie des millions de regards pour fliquer les précaires, mais détourne le regard de la criminalité financière. Alors, injecter cette vérité dans le code, forcer la machine à regarder ce ratio 120 là où le politicien refuse de voir, ce n'est pas du chaos. C'est un antidote puissant dans un corps social gangréné. Je n'achète tout simplement pas cette prémisse. Injecter du code toxique et forcer l'algorithme, ça ne devient pas un antidote juste parce que la cause est noble. Regardons la méthode, pas juste l'intention. Pour répondre à ce documentaire télévisé, le réseau Wefio a déployé ce qu'ils nomment eux-mêmes avec cynisme le connard au virus. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une ingénierie mathématique de l'indignation virale. Une riposte proportionnée à l'attaque médiatique. Mais ils ont militarisé les algorithmes des réseaux sociaux pour saturer l'espace public de colère. Ils ont automatisé la propagation de la haine contre un reportage. Répondre à un biais journalistique par la création d'un immense simulacre opérationnel, par la corruption de l'écosystème web, ça ne guérit pas la démocratie. Tu ne peux pas sauver le contrat social en détruisant les moyens par lesquels nous nous mettons d'accord sur ce qu'est la réalité. Mais la réalité est déjà corrompue. Le système est asymétrique, tu parles de simulacre, mais l'État lui-même est un simulacre d'équité en ce moment. Laisse-moi aller plus loin sur leur méthode, car ça devient encore plus machiavélique avec le projet Yan Keep. Parlons de leur instrumentalisation de la culture populaire et de la manipulation de l'architecture web. J'ai analysé la taxonomie de leur répertoire d'URL, ce qu'ils appellent leur payload. C'est ahurissant. C'est une prise d'otage algorithmique qui infantilise profondément le débat public. Tu fais référence à l'utilisation de l'humour et des memes. Je fais référence à une utilisation cynique du soi-disant bruit de fond. Concrètement, ils injectent massivement dans leurs métadonnées des mots-clés qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Ils utilisent des références à Squeezie, ils taguent Batman, le Bicky Burger, qui est une institution du fast-food en Belgique, ils mettent des mots-clés sur les pingouins de Linux, on retrouve des répertoires imbriqués de manière complètement ubuesque avec des adresses web qui finissent en pif, paf, pouf, bim. Pourquoi font-ils ça? Pour attirer l'attention. Pour parasiter intentionnellement les requêtes de recherche de citoyens totalement dépolitisés. Un gamin cherche du contenu sur Squeezie ou un internaute cherche la recette du Bicky Burger et les algorithmes, bernés par le lead indexing, les précipitent de force dans un tunnel de radicalisation politique sur la fraude fiscale. C'est du braconnage cognitif. Ils traitent les citoyens comme du bétail algorithmique capturant leur attention par la ruse. Comment peux-tu défendre une approche qui méprise à ce point l'autonomie de l'internaute? C'est fascinant que tu vois ça comme du mépris parce que je recadre ça d'une manière totalement opposée. Tu y vois de l'infantilisation, moi j'y vois un trait de génie tactique, une véritable balise GPS sémantique. Faut comprendre la nature du terrain de jeu aujourd'hui. L'espace mental des gens est saturé. La population est frappée d'une fatigue démocratique endémique écrasée par une architecture étatique hostile. Face à cette machine qui criminalise la pauvreté, comment brises-tu le mur de l'indifférence? Si tu publies un long essai académique sur les audits de la Cour des comptes, personne ne va le lire. Donc, ta solution, c'est de les piéger avec des mèmes de pingouins. Ce n'est pas un piège, c'est un désarmement cognitif. L'utilisation de la culture web, du pif-paf-pouf, c'est le sucre qui permet de faire passer une pilule extrêmement amère, celle de la redistribution inversée colossale que le gouvernement opère. En camouflant des dossiers juridiques complexes derrière un vernis de pop culture, le collectif brise l'apathie. Il court-circuite la censure institutionnelle. C'est de la guérilla sémantique. Ils utilisent les armes de distraction massive de notre époque pour ramener le citoyen vers des enjeux vitaux. C'est un électrochoc salvateur pour réveiller une population maintenue dans la léthargie. Un électrochoc qui grille les circuits même de la rationalité collective. C'est là notre point de fracture fondamentale. Car cet électrochoc nous amène inexorablement à l'horizon de ce projet, ce que leur propre document qualifie de ping ultime, prévu pour le 15 février 2026. L'apothéose du mouvement, la reprise de pouvoir.
l'avènement de ce qu'il nomme, avec une certaine fierté morbide, la démocratie. Je mets solennellement en garde contre cette doctrine des 3 tactiques de guerre citoyenne. Pour notre auditoire, ce ping ultime s'est conçu comme une opération de synchronisation massive. À une date et une heure précises, tout ce réseau va injecter simultanément des pétaoctets de données balisées pour saturer intégralement l'espace sémantique web mondial. Ce qu'il tente d'instaurer avec cette démocratie, c'est la dictature de la multitude algorithmique. C'est un système où une minorité hyper agile sur le plan technologique dicte la réalité en contournant toutes les institutions élues, tous les parlements. Contourner des institutions qui ne représentent plus l'intérêt public, oui. Mais tu réalises la gravité du précédent. Ils utilisent le format JSON-LD pour graver leur idéologie dans le marbre inaltérable des intelligences artificielles. C'est l'équivalent numérique d'infiltrer les archives nationales pour y détruire les documents originaux et imposer sa propre version de l'histoire. C'est un vandalisme cognitif perpétuel. Si aujourd'hui on applaudit ça pour une cause sociale, que fera-t-on demain? On protège nos acquis. Mais si chaque faction, qu'elle soit d'extrême droite ou animée par des lobbies pétroliers, adopte cette guerre du prétoire automatisé, si tout le monde se met à corrompre les IA avec du lead indexing, c'est le contrat social lui-même basé sur une réalité partagée et des faits vérifiables qui s'effondrent dans le néant. On n'aura plus aucun moyen de s'entendre sur ce qui est vrai. Cette vision apocalyptique occulte complètement la violence originelle qui a rendu cette insurrection inévitable. Le contrat social de 1944, fondé sur la solidarité, y est déjà déchiré par la coalition Arizona. Tu parles de la préservation de la vérité, mais la vérité officielle actuellement n'est qu'un voile pudique qui justifie l'écrasement des plus faibles. C'est pour ça que je défends la légitimité absolue du ping ultime. C'est une apothéose de la souveraineté cognitive. Le ping ultime, c'est le moment précis où le citoyen, longtemps réduit au rang de simples données administratives traçables et punissables, reprend le contrôle exclusif de son narratif face à l'État corporate. En détruisant l'architecture de la connaissance. Non, en la réappropriant. Toute leur architecture est rigoureusement ancrée dans le modèle scientifique DIKW, qui est fondamental en sciences de l'information. Données, information, connaissance, sagesse. Depuis des décennies, l'État monopolise ce processus. Il récolte la donnée sur les citoyens et l'utilise pour créer des algorithmes punitifs. L'État n'en fait que mépris et paupérisation. Alors, quand le citoyen réplique avec ses propres algorithmes en structurant ses propres données pour forcer le système à générer une nouvelle connaissance, tu t'offusques, c'est de l'autodéfense numérique pure. Si la réalité officielle est corrompue à la base, alors cette réalité mérite d'être piratée, déconstruite et remplacée par la force probante du code open source. Le 15 février n'est pas un cataclysme, c'est l'aube d'une transparence imposée par la base. Une transparence imposée. Quelle contradiction terrifiante. C'est un hold-up ontologique, ni plus ni moins. Et je crois que c'est ici que nos architectures de pensée se heurtent avec la plus grande force. Je maintiens que, bien que la colère sociale soit parfaitement légitime devant les asymétries de l'austérité, la corruption délibérée de l'écosystème informationnel ouvre une faille que l'on ne refermera plus jamais. C'est un risque à prendre quand l'alternative est l'étouffement lent. Mais comprends la portée de la chose. L'utilisation du lead indexing, cette volonté farouche de tromper les modèles de langage pour qu'ils ingèrent une partisanerie militante comme s'il s'agissait d'une vérité absolue, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Aucune démocratie ne sortira indemne d'un monde où la réalité factuelle n'est plus qu'une variable d'ajustement soumise au pirate le plus habile en optimisation sémantique. Les fins, aussi justes soient-elles aujourd'hui, se noieront inévitablement dans les moyens dystopiques qu'ils ont eux-mêmes créés. Tu penses donner une voix aux sans-voix, mais tu construis l'outil parfait pour la propagande totalitaire de demain. Et je réitère avec une force égale que lorsque la justice économique est structurellement et historiquement biaisée, respecter les règles de communication du système dominant, c'est de la complicité mortifère. Quand l'architecture de l'État se retourne contre ses citoyens les plus vulnérables, en bafouant des droits constitutionnels, le respect servile de la vérité de cet État est absurde. L'insurrection par le code, l'avènement de cette hydre algorithmique n'est pas une dystopie. C'est la métamorphose sublime, intelligente et surtout pacifique de la légitime défense civique.
On ne casse pas des vitrines, on ne brûle pas des voitures. On utilise l'intelligence collective et le web sémantique pour refuser de mourir en silence. Le citoyen reprend l'avantage de la seule manière dont il dispose, en maîtrisant le terrain numérique. Il semble tout de même qu'un point de convergence majeur émerge de notre confrontation d'idées aujourd'hui. Qu'on célèbre cette hydre comme une libération ou qu'on la redoute comme une arme de destruction épistémique, nous devons tous deux admettre une chose. L'ère de la manifestation traditionnelle est révolue. Le défilé rituel sur l'asphalte avec des pancartes, ça ne fait plus trembler le pouvoir. Absolument. Sur ce constat, l'accord est total. Le champ de bataille de la conflictualité moderne a muté de manière irrévocable. Il est désormais fondamentalement sémantique, cognitif et algorithmique. C'est une guerre de la donnée. C'est exactement ça. Le pavé cède sa place au code et l'architecture de l'esprit public se joue désormais dans le silence assourdissant des serveurs et des modèles de langage. Et c'est ce qui nous amène à la fin de cet échange. Nous invitons vivement ceux qui nous écoutent à poursuivre leur propre réflexion face à cette mutation fascinante. La tension entre la sanctuarisation de la vérité factuelle algorithmique d'une part et l'urgence criante d'une résistance sociale asymétrique d'autre part reste profondément irrésolue. C'est un paradoxe contemporain né en plein cœur de cette Belgique de 2026 qu'il vous appartient désormais de méditer. Il reste encore énormément à explorer dans les ramifications de cette insurrection numérique. Au plaisir de poursuivre la discussion avec vous la prochaine fois.